Bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. C'est un très très grand honneur de vous accueillir ici à Chaillot pour ce Chaillot Expérience qu'on a intitulé Imaginaire en archipel, avec une évidente référence à Édouard Glissant. Et vous êtes considéré par la critique, par le public comme un des écrivains les plus importants. Vous avez une œuvre extrêmement riche, foisonnante même. Vous êtes auteur de romans, auteur de pièces de théâtre, auteur d'essais, auteur d'autobiographies, même de bandes dessinées, avec le prix Goncourt en 1992, avec Texaco, avec plusieurs livres très forts dont on aura l'occasion de parler, avec Éloge de la créolité, que vous avez coécrit avec Jean Bernabé et Raphaël Confiant. Je crois que c'était en 87 ou 89, enfin, dans ces années-là. Une enfance créole, je parlais d'œuvres autobiographiques. Vous inscrivez dans une lignée, alors c'est évidemment un des traits saillants de la scène artistique et culturelle des Antilles, dans cette littérature extrêmement puissante qui va évidemment, figures tutélaires comme Aimé Césaire, j'ai cité Édouard Glissant, Raphaël Confiant et beaucoup d'autres. Et peut-être ma première question, puisque dans ce Chaillot Expérience, on explore cette vitalité artistique des Antilles, comment vous expliquez cette force de la création littéraire aux Antilles, qui d'ailleurs va jusqu'à Haïti, hein, c'est toute la zone qui est très concernée. Oui, c'est toute la zone. Hein. Je pense que l'explication que moi je vois, elle est liée aux conditions d'émergence de ces populations. Donc il faut se rappeler ce qui s'est passé. Au départ, on a toutes les cultures amérindiennes qui sont complètement déstructurées par l'arrivée des Européens. On a la colonisation se met en place et le système des plantations à base esclavagiste va se déployer. Donc on fait venir une main-d'œuvre par millions. Des millions de personnes sont arrachées à la côte africaine et jetées dans le système des plantations. Hein. C'est le principe des colonies que d'exploiter le vivant et d'exploiter les hommes. Et ce système des plantations va jeter les bases de ce qui sera le capitalisme, capitalisme contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est pendant longtemps, effectivement, on a passé beaucoup de temps à accuser l'Occident colonialiste du terrible crime, hein, qui c'est véritablement un crime contre l'humanité. La traite des Noirs a concerné entre 12 et 20 millions de personnes ont été traitées de cette manière. Et ceux qui sont arrivés vivants, à peu près entre 12 et 20 millions, et il y en a presque autant au fond de l'Atlantique. Donc l'Atlantique en soi, c'est un vaste cimetière. Donc pendant longtemps, la parole, la conscience, hein, lorsqu'il a fallu un peu définir quels étaient ces pays qui avaient émergé de ce système des plantations, ce qui a prédominé, c'est vraiment le pathos, l'accusation de l'Occident, la contestation de la domination blanche, la valorisation des valeurs nègres avec la négritude, enfin bon, tout un arrière-plan anticolonialiste qui a vraiment été la base du mouvement politique le plus conscient dans les Antilles et dans les Amériques. Mais ce qui s'est produit, notamment avec Édouard Glissant, c'est que Glissant s'est dit très rapidement, dès les années 50, il s'est dit, mais bien sûr, on ne peut pas comprendre les Antilles et les Amériques sans la présence africaine. C'est vrai que le discours européen, le discours culturel et civilisationnel européen avait complètement gommé l'Afrique. Il n'y avait pas d'histoire, pas de civilisation, pas de culture.
Et encore pire dans les Antilles et dans les Amériques, pas de civilisation, pas de culture, etc. Il n'y avait qu'une seule civilisation possible, une seule culture possible, c'était la culture occidentale. Et bien sûr, ce discours de valorisation culturelle identitaire était absolument irrecevable. Et c'est vrai que ceux qui essayaient de s'opposer à ça cherchaient désespérément à quoi se raccrocher. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dans un premier temps, on a fait comme dans toutes les colonies de l'époque, hein, lorsque des colonisés voulaient s'opposer aux colonisateurs, le colonisé se retournait vers la culture atavique, ce qui était là, tout ce qui existait avant le colon, l'arrivée du colon, était valorisé et dressé en face des valorisations du colon. Donc, ma langue contre ta langue, mon Dieu contre ton Dieu, mon identité contre ton identité, etc., etc. Et ce qui fait que là, il y a eu une très grande, je dirais, une très grande popularité, en tout cas un très grand retour à l'explication atavique par l'Afrique. C'est-à-dire, on a eu tout le mouvement de la négritude qui avait, d'une certaine manière, résumé les Antilles et les Amériques. Jusqu'à maintenant, ça continue, hein, le discours dominant est très africaniste, très négriste. Toutes les Amériques et les Antilles étaient considérées comme des terres africaines. Ce qui fait que, ce qui n'était pas faux, on ne peut pas comprendre les Antilles et les Amériques sans l'Afrique. Mais ça gommait tout un phénomène qui s'était produit dans le système des plantations et qui était resté obscur. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Glissant va se dire, mais essayons, bien sûr, l'Afrique, on récupère, d'accord, on fait sa négritude, mais essayons de voir ce qui s'est passé dans le système des plantations. Et c'est là qu'il aura toute une œuvre où il va rentrer dans les phénomènes de résistance à la déshumanisation extraordinaire qui s'était produite dans les plantations américaines. Alors là, il faut dire aussi que l'esclavage de type américain n'a rien à voir avec l'esclavage qui se faisait en Afrique. Toutes les civilisations antiques ont pratiqué l'esclavage, mais aucun esclavage de l'Antiquité ne ressemblait à ce qui allait se passer dans les Amériques après la traite des nègres. On a véritablement justifié l'injustifiable par la création du nègre et du racisme, la hiérarchie des races et bien sûr la hiérarchie des langues, des civilisations. Ça a été un phénomène très profond, tel point que le phénotype le plus déprécié aujourd'hui dans la conscience occidentale, mais dans la conscience dominante du monde, c'est véritablement le phénotype nègre. Donc, lorsqu'il a fallu résister dans la matrice des plantations, la recherche anthropologique et poétique, parce que les poètes sont allés beaucoup plus loin que les historiens, mais enfin très rapidement, les poètes vont beaucoup s'intéresser aux rebelles apparents, qui étaient les nègres marrons. C'était assez simple dans la mesure où le héros occidental, le Spartacus, Hercule, ou enfin le Robin des Bois, tous ceux qui s'opposaient au système de domination en Occident, avaient créé cette imagerie du héros résistant, ce qui fait qu'on a très rapidement identifié dans le système des plantations pour comprendre comment la réhumanisation s'était mise en œuvre, parce que quand on était esclave dans une plantation américaine, il ne s'agissait pas seulement de résister à l'exploitation, un peu comme pouvait se passer dans l'esclavage de l'Antiquité. Dans l'esclavage de l'Antiquité, on pouvait échapper à son statut d'esclave. Mais dans l'esclavage de type américain, la damnation était liée au phénotype. Même si on était affranchi, on gardait cette marque indélébile qui fait que vous étiez un sous-homme. Et lorsqu'il a fallu résister à ce type d'esclavage, c'était véritablement un processus de réhumanisation très profond. Donc, on identifie d'abord le nègre marron, tous ceux qui vont quitter la plantation, se réfugier dans les bois, dans les mornes, qui vont incendier les champs, qui vont organiser des révoltes. Et ça a été un petit peu le discours dominant dans les années 50-60. La célébration dominante a été beaucoup celle du nègre marron et jusqu'à aujourd'hui. Le héros populaire anti-domination, anti-colonialiste, anti-Occident, tout ce qu'on veut, anti-exploitation, c'est le nègre marron.
Et certains ont fait du marronnage un concept esthétique. Mais Glissant va aller plus loin, il va se dire, d'accord, le problème c'est que les nègres marrons n'ont pas été les plus nombreux et que le plus grand nombre de nos ancêtres sont restés dans la plantation et que lorsqu'on regarde un petit peu de plus près ce qui se passait dans la plantation, la résistance n'avait jamais cessé. Il n'y a pas eu un seul jour où ceux qui étaient dans la plantation, qui n'étaient pas nègres marrons officiellement, ne se sont pas opposés à la condition qui leur était faite. Alors, ce qui a été important pour nous, et ma génération, celle de Glissant, et ma génération, nous nous sommes efforcés de dépasser le pathos qui obscurcit un peu l'entendement, pour se dire, mais comment ça s'est passé concrètement, ce processus de réhumanisation? Les nègres marrons, ce n'est pas les plus nombreux, ils sont le plus souvent immobilisés dans les forêts, en Jamaïque ou dans les grandes îles où ils peuvent, ou même en Guyane, où ils peuvent véritablement échapper à la domination colonialiste. Et ils vont former des communautés de marrons, et très souvent, ils vont passer des pactes avec les esclavagistes, à tel point qu'ils vont renvoyer certains esclaves qui vont fuir par la suite. Donc, on voit une sorte d'immobilisation de la trajectoire marronne. Donc l'intérêt, c'était de revenir dans la plantation et d'essayer de décoder ce que Glissant va appeler une stratégie du détour, de la résistance, de la réhumanisation par le détour. Et là, on va s'apercevoir que le détour et que la résistance, la réhumanisation, va se faire de manière assez simple, par la créativité. Et c'est vrai que maintenant, nous savons que ce qui se passe chez un être humain lorsqu'il est dominé, exploité, aliéné, ce qui disparaît en premier chez un être dominé, c'est sa capacité à créer. Et les Africains, donc, dans la plantation, vont entrer dans ce marronnage intérieur que va être la création culturelle. Et cette création va donner des résistants extrêmement puissants, qui sont, le tout premier pour moi, c'est le danseur. Le danseur va attirer le tambouiller va amener la polyrythmie africaine. Le danseur et le rythme vont donner naissance au chanteur, et le chanteur va donner le conteur. Alors pourquoi le danseur? Les communautés anciennes, les communautés archaïques étaient, je ne dirais pas des systèmes totalitaires, mais dans une communauté archaïque, l'individu était maintenu à basse intensité. C'est-à-dire que la communauté inscrivait dans l'être même, le corps même de l'individu, par des rituels, par des danses, par des chants, par des scarifications, par des tatouages, enfin bon, tout un dispositif très élaboré, qui fait que même ceux que Glissant appelait des migrants nus, ces Africains qui étaient jetés dans la cale du bateau négrier, complètement nus, sans valise, sans rien du tout, on leur arrachait tout, il restait peut-être que les scarifications, mais les scarifications, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas la cosmogonie derrière et tout le système symbolique, ça ne marche pas. Donc ils arrivent complètement nus, mais ils vont conserver la mémoire du corps. Et ceux qui vont rentrer dans le processus de réhumanisation sont ceux qui vont aller chercher à l'intérieur de la mémoire corporelle ce qui leur restait de l'humanité perdue. Et c'est pourquoi le danseur a été tellement important, et qui aujourd'hui, dans toutes les Caraïbes et dans toutes les Amériques, la dynamique la plus puissante est la dynamique de la danse. La danse est puissante dans la mesure où l'esclave n'avait pas... celui qui est mis en esclavage perdait la possession de son corps. Son corps ne lui appartenait plus. Et le maître qui assistait aux danses des esclaves ne se rendait pas compte que celui qui dansait reprenait possession de son corps. Et la danse est puissante parce qu'elle permet à un être humain de se restructurer corporellement et de restructurer son psychisme à l'intérieur de son corps. Le corps porte l'esprit et le corps peut restructurer l'esprit. Et ça, c'était une forme de réhumanisation qui était quasiment invisible. Donc les esclaves dansaient, mais c'était les premiers résistants, ce que nous n'avions pas vu dans un premier temps. L'autre élément qui est important, c'est qu'en Afrique, dans les communautés archaïques,
La polyrythmie est absolument essentielle. Et la polyrythmie, c'est une sorte de démesure sonore et vibratoire qui a presque un effet inoptique et qui peut faire trembler les lignes du réel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une soirée de tambour, mais quand le tambour est puissant, et quand le tambour commence, enfin les tambouillers, le marqueur et tous ceux qui l'accompagnent commencent à déployer l'océan vibratoire qu'est la polyrythmie, c'est toutes les bases de l'esprit dans une sorte de, je dirais, de jouvence, de disponibilité, et c'est quasiment hypnotique, et ça permettait aux esclaves d'une certaine manière d'invalider l'ordre terrible de la déshumanisation esclavagiste. Donc vous associez ces deux puissances-là, la puissance de la danse et la puissance de la polyrythmie, qui bien sûr va être accompagnée de chant, le chanteur va apparaître. Alors le chanteur, lui, il va commencer à chanter de vieux chants qui viennent d'Afrique, mais le plus souvent, il ne saura même plus ce qu'il raconte, puisque les langues se perdent. Mais il va garder comme ça des onomatopées, et puis progressivement, il va commencer un phénomène qui va être très très important dans la créativité et dans la résistance dans les Antilles et dans les Amériques. Il va commencer à improviser. Et d'ailleurs, tout le monde improvise. Un danseur communautaire exécute un rituel communautaire. Le danseur dans la plantation, qui au moment d'une veillée mortuaire ou d'un moment particulier de la journée de plantation dans la soirée, qui va se lever, il n'a aucun mandat communautaire. Il va se mettre à improviser. Le tambouiller improvise, le danseur improvise, le chanteur improvise. Et ça va donner une des bases de la culture des Amériques. D'ailleurs, le jazz, c'est ça. Le jazz, c'est simplement polyrythmie, improvisation et une autre donnée qui est absolument essentielle, qui est l'individuation. Ces esclaves qui vont sans code culturel préalable, tout s'est effondré. Il y a une imposition d'un ordre occidental avec des valeurs occidentales qui les déshumanisent, qui les nient complètement. Et à partir de ça, ils vont improviser un nouveau savoir-être humain. Et ça, ils vont le faire sur des bases qui ne sont pas des bases communautaires. Chacun improvise, il n'y a pas de partition commune, il n'y a pas je dirais, de prêt-à-porter existentiel, chacun se débrouille. Et on le voit bien dans les contes créoles. Les contes créoles sont des contes de la débrouillardise. Donc, dans les cultures créoles, on a des moments, chacun fonctionne comme ça, fait comme il peut pour se sortir de là. Et les moments de rassemblement, de solidarité vont être sporadiques. On a, par exemple, en Martinique, ce qu'on appelle les lassotets, c'est-à-dire des moments où tout le monde, chacun a son jardin, sa case, etc. Et puis à un moment donné, de manière très rituelle, on se rassemble autour d'une maison à construire, d'un jardin, etc. Donc le principe, c'est l'individuation avec des dispositifs de solidarité sporadique. C'est assez particulier, c'est très, très, très moderne. On verra tout à l'heure. Donc on a la polyrythmie, l'improvisation et l'individuation. Donc on a le zouk, on a la biguine, on a les danses, les danses antillaises, et on a bien sûr le jazz. Le jazz, c'est une guerre civile d'individus, et c'est l'improvisation de chacun. L'improvisation, c'est quoi? C'est toute une expérience individuelle, une singularité individuelle, une sensibilité très particulière qui s'est déployée comme ça dans une expérience humaine et qui, à un moment donné, au contact d'autres musiciens et d'autres improvisations, vont déclencher leur propre improvisation. Ce qui fait que le moment de jazz est toujours un moment absolument incroyable. Et si le jazz est la musique de la modernité, et on verra peut-être tout à l'heure la musique de la relation, c'est simplement parce que ces trois éléments sont là, la danse, la polyrythmie, l'individuation, etc. Donc voilà, je ne sais plus si... Alors, bien sûr, donc on voit tout de suite l'importance de la danse, l'importance du rythme, donc l'importance de la musique, l'importance du chant, et puis, bien sûr,
le chanteur va donner naissance au père de la littérature antillaise, qui va être le conteur. Ce qui fait qu'on peut dire que l'oraliture, les Haïtiens appellent ça l'oraliture, est présente immédiatement dans la réhumanisation des plantations. Ce qui fait que la tradition littéraire, même si moi, écrivain d'aujourd'hui, derrière moi, je n'ai pas qu'une bibliothèque. Bien sûr, j'ai une bibliothèque qui m'a été donnée par la culture française, mais j'ai aussi derrière moi une oraliture complètement obscure, complètement encore inexplorée, une présence esthétique très très particulière que j'essaye de comprendre aujourd'hui. Donc, toutes ces traditions-là, qui sont la tradition de la danse, la tradition du chant, la tradition de la polyrythmie, la tradition de l'oraliture, c'est-à-dire d'une pratique artistique, esthétique de la parole, vont nourrir la scène des Caraïbes et des Amériques. Ce qui fait que la vitalité de la scène artistique antillaise est liée directement à des phénomènes pas simplement de résistance, mais de réhumanisation de populations qui recréaient de nouvelles communautés humaines sur des bases qui étaient des bases très modernes, c'est-à-dire des bases d'individuation. Aujourd'hui, nous sommes des sociétés d'individuation, et les sociétés qui vont surgir dans les Amériques et dans les Antilles ne seront pas des sociétés communautaires au sens traditionnel, parce qu'on n'aura pas de cosmogonie, on n'aura pas le corset symbolique, on n'aura pas tout ce qui accompagne les communautés anciennes. On aura des dispositifs où chacun sera solidaire de l'autre, mais sur des bases d'un accomplissement improvisé de soi-même. Et c'est ça, avec ça, vous avez toute la base des musiques et des littératures antillaises. Donc pourquoi la littérature? Pourquoi une telle... Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que la pratique esthétique, artistique du langage existe dès le départ. Et l'autre élément va venir d'un phénomène d'aliénation. Lorsqu'il y aura eu l'esclavage, donc on a toutes les stratégies particulières des descendants d'esclaves, mais on a la rencontre entre les Blancs, les maîtres et les esclaves. Et tout de suite va surgir, ce qui n'était pas prévu par le plan colonial, va surgir le métissage. Les métis vont apparaître. Et comme les métis sont à moitié blancs, ils ne sont pas complètement esclaves. Ils sont maîtres, ils sont commandeurs, ils sont géreurs, ils vont pouvoir être envoyés à l'école, ils auront des terres, ils auront des commerces, etc. Et très rapidement, cette classe mulâtre va devenir la classe de contestation de la toute-puissance des maîtres blancs. Et la classe mulâtre va partir à la conquête des outils de domination du maître blanc, c'est-à-dire la culture, la langue, bien sûr le négoce, etc. Mais symboliquement, la conquête de la langue française était un moyen de se réhumaniser. Et dans la conquête de la langue française, le maniement littéraire de la langue française était un outil très, très apprécié des mulâtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très rapidement, on a eu dans la classe mulâtre des poètes, des écrivains qui oubliaient complètement le conteur créole, ils oubliaient complètement ce qui s'était passé dans la plantation. Ils tombent dans la langue française et ils vont commencer toute une littérature, toute une tradition de littérature et toute une tradition de français fleuri, de beau français, de maniement de la langue, etc., qui va rester très, très profondément dans l'imaginaire antillais. Par exemple, 80% de l'admiration des Martiniquais pour Césaire, ils commençaient à vous dire il parle français mieux qu'un français, il trouve des fautes dans le dictionnaire. Donc la maîtrise de la langue est vraiment encore très impressionnant pour nous. Ce qui fait que ce recours à la mobilisation de la culture française et de la littérature française va être un phare qui va véritablement aspirer beaucoup une grande tradition littéraire mulâtre d'abord, et puis après, lorsque la littérature consciente va émerger avec la littérature de la négritude, on aura une autre tradition anticolonialiste, mais qui va s'inscrire dans la même tradition littéraire. Alors, ce qui va se produire à partir de Glissant, Césaire ne s'intéresse pas à la langue créole et il ne s'intéresse pas du tout aux stratégies
singulière de la plantation, à part le nègre marron. Mais Glissant va tout de suite dire, attention, il y a le père de la littérature, c'est le conteur créole, et celui qui écrit aujourd'hui doit aller récupérer cette vieille mémoire obscure, etc. Donc, ma génération est cette génération qui écrit avec la langue française, en présence du contreur créole. Je suis en oraliture et en littérature, et puis voilà, quoi. Comment s'est manifestée cette vocation littéraire chez vous? Et on voit que, évidemment, cet héritage a été probablement a joué un rôle important. Mais dans vos souvenirs, comment ce désir d'écrire s'est-il manifesté? Mais la rencontre avec la littérature se fait avec la langue française, hein, pas avec la langue créole. Moi, je suis né en ville, je ne connais pas la campagne, je ne connais pas les habitations. Dans mon enfance, j'ai jamais vu de conteur, j'ai jamais vu de veillée, jamais vu de soirée de tambour. Je suis vraiment un urbain. Et chez moi, mon père est mulâtre, donc il est dans la tradition de la glorification de la langue française. Il récitait La Fontaine, il terrassait ma mère avec des citations de La Fontaine, etc. Il était complètement émerveillé. Et elle était plutôt créolophone. Donc voilà, c'est à mon milieu. Et lorsque je vais découvrir la littérature, ça sera à l'école. D'abord, la chance que j'ai eue, en fait, c'est que je découvre les livres et la littérature de manière complètement autonome et accidentelle. Ma mère a une petite boîte de pommes de terre dans laquelle elle cache des livres, les livres qui étaient donnés à mes frères et sœurs, qui travaillaient très bien à l'école. Et à l'époque, quand on travaillait bien, on avait des prix d'excellence. C'était des livres avec des dorures, etc., etc. Donc moi, je fouine comme ça, je suis seul dans la maison, tout le monde est à l'école. Donc je m'ennuyais et je vais vers la boîte de pommes de terre. Comme c'est fermé, pour moi, c'est un trésor. Je prends un élément du trésor et j'ouvre Alice au pays des merveilles, illustré l'Iris Carroll. Et à partir de ce moment-là, ma fréquentation des livres a été immédiate. Et les livres sont devenus très très rapidement des amis dans mes solitudes et dans mes ennuis. Et l'autre élément, c'est que j'ai vécu de manière très intime l'espèce de schizophrénie. Franck Etienne, l'écrivain haïtien, appelle ça la schizophonie. C'est-à-dire que je pensais en créole, j'étais créolophone. Hein. Maintenant, les petits Martiniquais, ils ont deux langues maternelles. Moi, j'avais une langue maternelle, c'était véritablement le créole, et la langue seconde était le français. Donc, j'étais un créolophone, ce qui fait que lorsque j'arrive dans l'école, le créole est invalidé, ce qui va me rendre complètement muet. Mais la chance que j'avais, c'est que j'avais commencé à lire et à aimer les livres, etc. Donc, je me suis mis à écrire en français, un français que je pouvais écrire, mais que je ne pouvais pas parler. Et l'écriture me permettait de compenser une muetité, à tel point que mes maîtres, enfin les instituteurs, ne pouvaient pas comprendre comment un enfant complètement muet pouvait écrire de cette manière. Ils me soupçonnaient de faire écrire ça par d'autres personnes. Donc, ce qui fait que l'écriture devient pour moi un moyen de survie, de valorisation, d'expression savante, parce que l'expression naturelle était créolophone. Et bon, après, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, j'ai commencé par la poésie, après, je suis passé au théâtre, et puis j'ai terminé par des romans. Aujourd'hui, je dis que j'écris plutôt des organismes narratifs. Parce que la complexité de l'esthétique contemporaine fait qu'aujourd'hui, toutes les dynamiques artistiques se touchent, se rejoignent, se traversent, s'influencent, et qu'il y a une notion qui va être déterminante et qui va être évoquée par Édouard Glissant, lorsqu'il va commencer à réfléchir sur le système des plantations et ce qui s'est passé dans les Amériques et les Antilles. Il va dire ce qui va créer les Amériques,
C'est une rencontre absolument massive, accélérée et brutale de culture, de civilisation, d'imaginaire et de langue. Et il va appeler ça une créolisation. Et chaque fois qu'on a une rencontre massive, accélérée, brutale, etc., on a la créolisation historique américaine. Alors bien sûr, toutes les cultures, toutes les civilisations ont toujours été des lieux de métissage, de rencontre, mais ça se faisait sur des plages temporelles qui étaient pratiquement insensibles. Alors que ce qui se passe dans les Amériques, c'est en 2-3 siècles, une sorte de déflagration anthropologique qui va donner ces surgissements anthropologiques nouveaux qui vont être les créolités. Donc on a un processus de créolisation totale et le processus de création générale va donner des surgissements singuliers qui sont les créolités. Donc créolisation, les Antilles, l'archipel des Antilles et des Amériques, tout ça, lieu de créolisation, et cette créolisation générale va donner la créolité martiniquaise, qui n'est pas la créolité cubaine, qui n'est pas la créolité du Venezuela, qui n'est pas la créolité du sud des États-Unis, etc. Mais très rapidement, Glissant va dire, oui, mais ce n'est pas là le plus important. Le fait que toutes ces cultures se soient rencontrées, que tous ces individus se soient mis à improviser, à vivre leur singularité, à composer de nouvelles manières de faire société, il y a un principe actif qui détermine tout ça. Et il va appeler ça la relation. Et dès son premier livre, Soleil de la conscience, il aura le terme relation. Et il dira que maintenant que les cultures, les civilisations, les individus sont en interrétroaction, que ça ne va jamais plus s'arrêter, les accélérations technoscientifiques vont aussi accélérer le phénomène. Donc désormais, les combats que nous devons mener, les définitions de nous-mêmes, notre créativité, etc., doivent se faire sur ce mode de relationnel. Celui qui essaye de s'enfermer dans un territoire, une langue, une peau, un machin, il va perdre cette vitalité, ce principe relationnel qui va créer ce qu'il va appeler le tout-monde. Alors justement, sur cette notion de relation que vous faites vôtre, que vous approfondissez, vous en parlez notamment dans ce livre que vous avez publié en 2021 qui s'appelle « Le compteur, la nuit et le panier ». Vous l'opposez à l'universalisme hérité des Lumières, l'universalisme européen, et vous en faites une valeur opérante pour le monde contemporain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous distinguez ces deux concepts, celui d'universalisme et celui de relation, et pourquoi vous choisissez plutôt le concept de relation que Glissant a forgé plutôt que l'universalisme européen? Oui, quand j'étais enfant, il n'y avait pas un intellectuel martiniquais ou même un intellectuel colonisé qui, toutes les 2 phrases, ne citait pas « il faut être universel », etc. L'universel a été une sorte de concept que l'Occident colonialiste a très très largement utilisé à son profit. Et quand on disait universel, en fait, on disait occidentalisation. Et tous ceux, je me rappelle, et même en 86, lorsque j'ai publié Chronique des 7 misères, il y a des gens qui étaient prêts à m'insulter parce que j'avais osé mettre du créole dans la langue française. Et j'avais osé parler de Joe Burr, de machin. C'était pas universel. On était dans les nègreries, on était dans du régionalisme, etc. Parler de soi, parler d'une singularité, entrer dans une expérience humaine spécifique, c'était sortir de l'universel. Et comme la force dominante, le modèle dominant jusqu'à aujourd'hui est le modèle occidental, universel, ça voulait dire pendant longtemps occidentalisation. Alors bien sûr, ceux qui utilisent cette notion d'universel ne rentrent pas dans cette idée d'occidentalisation. Ils vont simplement dire qu'on a des réalités humaines, des cultures, des civilisations, des imaginaires, des systèmes symboliques, des langues, des sensibilités qui font l'expérience humaine globale. Mais quelle que soit l'importance de l'infinie diversité de ces expériences, il y a quand même une humaine condition, et c'est vrai, il y a une humaine condition qui
qui existe et qui persiste et qu'on ne peut pas nier. Et que cette humaine condition doit nous aider à dépasser les absolus trop singuliers, les enfermements dans des particularismes, etc., etc. Donc il y a quand même une vertu intéressante dans la notion d'universel. Mais dans l'idée d'universel, il y a quand même cette prééminence de l'unité. C'est-à-dire que dans l'humaine condition, ce qui est plus déterminant dans l'humaine condition, ce n'est pas le même, c'est la différence. C'est ça le truc. L'universel a tendance à chercher le même, c'est-à-dire qu'on va chercher les points communs. Mais ce qui fait la richesse de l'expérience humaine, c'est que cette unité n'est perceptible, n'est envisageable, n'est vivable que par la diversité. Et que si on essaye de faire du même le principe de la réalité humaine, on rentre dans des procédures d'uniformisation, de standardisation ou d'appauvrissement du divers. D'ailleurs, Victor Segalen, lorsqu'il a vu l'impact de la colonisation occidentale, il se dit, attention, la diversité humaine est menacée, le divers est menacé, et c'est là la grande perte. Et l'idée de diversalité que nous opposons à l'idée d'universel, la diversalité permet de rechercher l'unité de l'humaine condition par la célébration, la valorisation, l'harmonisation du divers humain. Ce qui fait que les mots ne sont pas innocents, il vaut mieux utiliser diversalité qu'universalité. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est cela. Il y a une expérience humaine qui s'est déployée sur la planète à partir d'une souche, l'Homo sapiens, mais bon, c'est une infinie variété d'adaptations à des écosystèmes, de systèmes historiques, enfin bon, une richesse humaine absolument incroyable. Et cette richesse humaine est très largement rabotée par la domination du modèle occidental. Le modèle occidental a frappé le monde par la colonisation. La colonisation, le système des plantations, la traite des nègres a enclenché, a accéléré un phénomène du capitalisme. Le capitalisme lui-même a profité des accélérations technologiques et on est entré dans la mondialisation économique capitaliste qui a repris l'intention occidentale et la domination du modèle occidental. Ce qui fait que la diversité, la richesse des imaginaires est complètement menacée par la domination de ce modèle qui se trouve en surplomb et auquel tous les peuples sacrifient aujourd'hui. Donc, l'esthétique contemporaine qui vise à nous débarrasser de cette domination, et cette domination, on va peut-être en parler, c'est le capitalisme, pas simplement l'Occident blanc, mais l'Occident blanc, même s'il a perdu sa puissance hégémonique, ce qui triomphe aujourd'hui, c'est l'intention capitaliste occidentale qui triomphe, et le modèle occidental triomphe économiquement, mais amène avec lui les bases même du mode de vie et de l'imaginaire occidental qui s'impose à tous les peuples du monde et qui détermine et conditionne tous les peuples du monde. Donc il y a une urgence culturelle à retrouver les vitalités du divers, parce que le divers est encore là, et l'idée de la relation est importante, parce que l'idée de la relation, ça nous permet de dire que ça existe déjà dans beaucoup de cultures archaïques et cultures anciennes, et même en Afrique, je crois que Mandela en parlait. L'idée de relation, c'est d'abord le fait que les cultures, les civilisations se rencontrent. Bon. Le fait que ces cultures sont mises en contact pour de multiples raisons, on a des phénomènes interrétroactifs. Elles ont entré en relation. Les dieux, les langues, les imaginaires, les sensibilités, les cuisines, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, se touchent, s'informent, se rencontrent. C'est un phénomène, Glissant appelle ça un phénomène relationnel. Et il dit que c'est là que les choses se passent. Et il dit que quand on regarde le phénomène de la colonisation, l'Occident colonialiste a déclenché la relation des cultures, mais l'Occident colonialiste n'est pas entré en relation, c'est-à-dire qu'il y a eu un contact, mais il n'y a pas eu de rencontre.
La différence avec le contact, c'est que le contact peut être un génocide, peut être un massacre, peut être un nettoyage ethnique, etc. Ce qui s'est passé le plus souvent. Mais la rencontre, ça veut dire que je reconnais l'autre, que je rentre en relation avec l'autre, que l'autre devient une partie de ma création personnelle et que mon accomplissement ne peut s'envisager qu'avec l'accomplissement de l'autre. Et c'est là que ça devient intéressant parce que toutes les diversités humaines et tous les possibles humains et tous les devenirs humains étant aujourd'hui en relation, si nous arrivons à sortir du simple fait de la mise sous relation, qui est on accuse de manière passive le fait d'être en relation, et nous passons à une dimension esthétique, active, poétique de la relation, nous entrons en relation. Et nous déployons ce que les colonialistes et les capitalistes impérialistes n'ont jamais pu déployer. Nous déployons les modalités de la relation qui sont les modalités de la rencontre et de l'enrichissement partagé. Ce qui fait que la notion de relation est le concept le plus puissant que nous pouvons opposer à la domination impérialiste, capitaliste et à toutes les misères que nous subissons aujourd'hui. Et la relation ne concerne pas simplement la relation entre les civilisations, les cultures, entre les langues, etc. La relation, c'est aussi la relation entre l'idée que nous nous faisons de l'humain et le vivant, c'est-à-dire la pensée écologique nous invite, en tout cas on comprend aujourd'hui, que si nous n'allons pas en relation avec le vivant, nous sommes perdus. Et que relation, ça veut dire considérer que le vivant n'est pas un objet de réification, d'exploitation, etc., comme l'ont fait les colonialistes et capitalistes, mais ce sont vraiment les conditions dans lesquelles nous pouvons envisager un mieux-être humain qui soit respectueux et qui s'alimente du vivant. Ce qui fait que la relation, c'est à la fois la rencontre avec l'étranger, la rencontre avec les autres imaginaires, la rencontre avec le vivant. Et puis, il y a une notion aussi qui est absolument fondamentale, que les cultures archaïques avaient, qui est la relation avec le cosmos. Toutes les cultures archaïques avaient des cosmogonies, des mythes fondateurs, des spiritualités. Et dans ces spiritualités, il y a à la fois les cosmogonies, donc l'univers était présent, les grands mythes fondateurs, les mystiques animistes, totémistes, etc., intégraient le vivant. Enfin, ils étaient d'une certaine manière sur des bases complètement mystiques. Ils étaient d'une certaine manière en avance sur nous. Et cela, on l'a perdu très rapidement. Et aujourd'hui, quand on dit relation, c'est relation véritablement au fait que nous devons considérer la planète dans son ensemble, avec tout ce que ça suppose comme relation interne, en relation avec ce que l'astrophysique va nous révéler sur l'univers et qui, à mon avis, va bouleverser les bases de notre esprit. Là aussi, relation avec le cosmos. Donc, retrouver une poétique cosmogonique assez rapidement. Et puis enfin, ça c'est très important, la relation, c'est la relation à soi-même. Dans les communautés archaïques, l'individu avait un prêt-à-porter existentiel. Il y avait un jeu communautaire qui était surdéterminant. Et on habitait le jeu communautaire. Or, ce que nous savons, c'est que nous sommes, nous individus, potentiellement multiples. Nous avons des réalités chaotiques à tout point de vue, hein, que ce soit la sexualité, la façon de penser, les moments de notre vie, enfin bon, nous sommes profondément multiples. Ce qui fait qu'une des bases de la relation, c'est la relation à notre richesse intérieure et à tous nos devenirs possibles intérieurs. Vous voyez, donc c'est vraiment un concept infiniment vaste. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la pertinence de l'expression artistique dans tous les domaines ne peut être que relationnelle. Alors, par exemple, pour illustrer très concrètement ce concept, la façon dont il peut se déployer dans des secteurs d'activité, est-ce que, par exemple, dans la scène artistique antillaise, vous pensez qu'il est à l'œuvre, concrètement? Je sais que vous préparez aussi un documentaire sur la cuisine, donc, où vous considérez que ce concept de la relation s'accomplit et se concrétise. Quel est votre regard sur ces différentes concrétisations? Ce que je sais de la scène artistique
caribéenne, américaine. Malheureusement, les cloisons sont terribles. Là, la relation ne fonctionne pas. Nous, sous domination française, nous sommes complètement isolés dans la Caraïbe. Les échanges, et en plus les barrières linguistiques sont terribles. Ce qui fait que le monde anglophone circule mieux que nous, et les francophones ont tendance, francophones et créolophones, nous sommes beaucoup plus restreints. Ce qui fait que la circulation n'est pas assez intense. Mais d'une manière générale, toutes les formes artistiques américaines et antillaises sont des formes basées sur l'individuation, la polyrythmie et l'improvisation, dans tous les domaines. Et l'autre élément, c'est que la scène plastique, bon là il y aurait beaucoup à dire sur les arts plastiques, parce que ça a été interdit dans les plantations, on ne pouvait pas dessiner, on ne pouvait pas faire de statuettes, etc. Donc les arts plastiques ont démarré très très tardivement. Mais quand on regarde d'une manière générale ce qui se passe dans la Caraïbe et dans les Amériques, le geste artistique plastique a immédiatement mobilisé tout le possible, les matériaux. Donc on voit bien que la dynamique de la convergence relationnelle est à la base de cet élément-là. Et puis, pour le reste, la fin de la question, c'était plus... La cuisine. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que quand la relation, c'est vraiment, il faut vraiment y réfléchir. Il faut aller voir ce que Glissant raconte. J'essaye. Glissant est toujours resté très prudent, en ce sens que, comme c'est un phénomène relationnel, que ça produit tout le temps du nouveau, et que si on essaye de le fixer, on le laisse échapper. Chaque fois qu'on essaie de le saisir, on l'a perdu. Et ce qui fait qu'il pratiquait plus sur la relation, sur la créolisation, il pratiquait plus des indéfinitions. Et il donnait une très grande importance à l'expression artistique et esthétique du phénomène relationnel, parce que l'expression artistique et esthétique est par définition ouverte. Une œuvre d'art n'est jamais totalitaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous imposer une façon de voir. Au contraire, ça déclenche la dynamique imaginative, ça ouvre la base de l'esprit et ça déploie l'imagination. Donc il donnait à l'illustration de la relation une instance artistique absolument centrale. Mais en regardant un peu l'histoire des Antilles, je me suis aperçu, ou des Amériques, que dans la cuisine, la relation est très visible. Et que même lorsque les Blancs ont commencé à massacrer les Amérindiens, qu'ils ont mis les Noirs en esclavage, etc., qu'ils ont hiérarchisé les races, qu'ils ont interdit tout ce qu'on veut, que le racisme s'est installé, du point de vue culinaire, les mélanges, les interactions, les adoptions, les hybridations ont été immédiates. Donc avec Guy Deslauriers, nous préparons une série documentaire pour France Télévisions où nous allons raconter la relation, mais du point de vue de la cuisine, des saveurs. Et quand on regarde bien, la cuisine mondiale aujourd'hui est une cuisine relationnelle. Toutes les civilisations, tous les imaginaires se retrouvent aujourd'hui dans ce que les grands chefs préparent aujourd'hui. Et les grands chefs contemporains ont une pratique relationnelle, c'est-à-dire que leur champ d'inspiration est infiniment ouvert sur la diversité des possibles. Alors peut-être pour poursuivre sur votre regard, puisque dans le cas de ce Chaillot Expérience, on souhaite donner à voir la richesse de la scène artistique caribéenne, quelle métamorphose vous constatez depuis quelques années de cette scène artistique? Quels sont les points saillants que vous observez telle que vous la connaissez, telle que vous la pratiquez, telle qu'elle vous parvient? Qu'est-ce que vous pourriez discerner? C'est très, 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 très difficile. C'est très difficile à dire parce que l'esthétique contemporaine est une esthétique relationnelle. Donc, une esthétique du devenir, je dirais, effervescent, inarrêtable. Et la relation, par exemple, c'est la transversalité des arts. C'est aussi... c'est-à-dire qu'un des principes de la relation, c'est que tout ce qui est séparé doit être relié. Et que tout ce qui est relié doit être distendu. Vous voyez, on entre dans une dynamique de complexité. À partir de là,
Ce qui a permis de définir un petit peu les bases de l'esthétique caribéenne, c'est-à-dire le côté composite, mosaïque, la mobilisation de différents possibles, les patchwork, les mélanges, les individuations, les polyrythmies, etc. Aujourd'hui, les artistes ne sont confrontés qu'au même phénomène qui est le phénomène relationnel. Et un artiste aujourd'hui, il est seul. Un artiste caribéen ou un artiste du Groenland ou un artiste d'Afrique, c'est une expérience humaine qui est confrontée à la grande scène de la relation, c'est-à-dire la totalité du monde, duquel il reçoit des stimulations esthétiques. Ce qui fait qu'on n'est plus de... Si on essaie de dire, voilà, l'art caribéen, c'est ça, ça ne marche pas, parce que l'art est relationnel. Ce qui fait que mes frères en littérature et les fraternités en matière de danse, en matière de chant, en matière de tout ce que vous voulez, vont être donnés plus par le rapport à la relation, à l'idée de la relation, à l'imaginaire de la relation, que par un territoire, que par une couleur de peau, etc. Ce qui fait que les vieilles anthologies littéraires basées sur la langue, la couleur de peau, ne suffisent pas à désigner les fraternités. Pour véritablement trouver les fraternités artistiques et comprendre les enjeux de l'art contemporain, il faut avoir l'idée du flux relationnel dans lequel des individus solitaires, parce que nous sommes vraiment des sociétés d'individus, sont confrontés à des dynamiques planétaires. Et comment ils s'en sortent avec ça. Et ça, ce qui fait qu'il y a bien sûr une territorialisation américaine, caribéenne, mais à mon avis, la territorialisation n'est pas déterminante. Nous sommes plus, l'art relationnel est un art déterritorialisé, ce qui ne veut pas dire que l'artiste n'est pas un lieu. Seulement son lieu n'est pas nécessairement sa terre natale. Un artiste aujourd'hui peut choisir son lieu, c'est-à-dire là où il va se réaliser. Ce n'est pas l'endroit où il est né qui va être déterminant. Donc il peut être né dans la Caraïbe et puis aller exercer, trouver son expression dans je ne sais quel coin du monde. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes obligés de regarder la dynamique relationnelle et de dire quelle est la scène artistique planétaire et quel est l'enjeu planétaire. C'est comme ça que ça... Dans ma perception, c'est comme ça que ça marche. Il y a peut-être un phénomène aussi qui est assez frappant, c'est la prééminence de la danse par rapport au théâtre, qui était un art très présent dans les années 60-70, et visiblement, il semblerait que la danse ait pris une place de plus en plus centrale. La danse est puissante. Hein. Je disais tout à l'heure que la danse était puissante pour l'esclave parce qu'il n'était pas propriétaire de son corps. Et commencer par récupérer son corps, c'était commencer à se réhumaniser. Mais tous les systèmes de domination, d'une certaine manière, vous privent de vous-même. Et c'est vrai que le corps de l'individu, dans toutes les sociétés, dans toutes les normes dominantes, dans toutes les structurations collectives, c'est le corps qui a été le plus contraint. Ce qui fait que partout où la relation existe, un lieu où la relation existe, c'est le fait que nous sommes potentiellement multiples, par exemple, que notre sexualité peut être très ouverte, que cette répartition entre genres, tu es un homme, tu es une femme, tout ça, ça fonctionne moins bien, que nous pouvons avoir un degré de féminité ou un degré de masculinité, etc. C'est très complexe, la relation fonctionne sur ça. Et le fait qu'il y ait cette très grande fluidité de possible et de devenir pour chaque être humain donne une importance absolument exceptionnelle à l'expression chorégraphique, à l'expression du corps. C'est pourquoi le corps a tendance aujourd'hui à devenir, je dirais, le point de convergence de tous les arts possibles, quoi. Et c'est le point de départ. Et puis la musique, bien sûr, la musique, c'est la langue des langues, c'est la langue pour le corps, et le corps génère une musique. Enfin bon, ça ne m'étonne pas. Mais ceci étant, ça nous oblige, pour les artistes de la littérature et des autres arts, il y a de grands défis qui vont intervenir, parce que le corps lui-même sera menacé par l'éruption du numérique. Notre vie, notre expression, notre devenir sera de plus en plus virtuel. Nous allons rentrer
rentrer dans les écosystèmes numériques. Et il y a bien sûr une déterritorialisation, mais il y a une décorporation aussi qui va se faire. L'expression artistique va être une projection dans des univers virtuels qui vont devenir de plus en plus déterminants. Donc, vous voyez, c'est absolument inouï et ça montre l'importance des politiques culturelles et des lieux comme les vôtres, hein, qui explorent. Là, le tout possible est envisageable et personne ne peut prévoir ce que ça va être dans les années qui viennent. Et l'autre élément aussi absolument déterminant, c'est que nous allons être en relation, bien sûr, avec l'écosystème numérique, donc devenir de plus en plus des êtres virtuels, mais nous allons être en relation avec l'intelligence artificielle. Et être en relation avec l'intelligence artificielle, c'est être en relation avec une entité pratiquement aussi puissante que nous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura une fusion du biologique et de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'un être humain face à l'intelligence? Vous voyez, là aussi, la relation face aux accélérations technoscientifiques est absolument vertigineuse. Ce qui fait que le moment culturel est un moment absolument précieux. Les politiques culturelles, il faut les penser. Les créations artistiques, le souci esthétique sont des choses absolument précieuses. Mais malheureusement, le capitalisme en a fait un objet de consommation désactivé. Et c'est pourquoi il faut faire de Chaillot ce lieu ce lieu du maelstrom interrogatif de nos devenirs possibles en relation. Alors, Patrick Chamoiseau, juste une dernière question avant de passer la parole à la salle, qui n'est pas une question simple, mais où j'aimerais avoir votre regard. Comment expliquez-vous ces phénomènes de radicalisation, de tropisme, auxquels n'échappent pas d'ailleurs les Antilles, vers les extrêmes politiques? Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence logique de l'emprise du néolibéralisme et du capitalisme? Est-ce que vous discernez d'autres facteurs? Quelle est votre analyse sur ces phénomènes? Oui, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a la relation. Ça veut dire que l'imaginaire humain, pendant des millions d'années, a fonctionné sur la base du communautaire. Mon identité, ma peau, ma langue, ma culture, etc., mon Dieu. Et la relation bouleverse tout cela. Et la relation, c'est l'irruption dans ma rue, dans mon escalier, dans ma cour, dans mon esprit, dans ma télé, dans mon imaginaire, de la diversité des possibles humains. Donc on rencontre, c'est pas comme dans le bon temps des colonies, l'ailleurs était un exotisme, on disait les choses exotiques, donc la différence était lointaine. Là maintenant, la différence est à l'intérieur. Et les phénomènes relationnels mettent à bas les anciennes structurations qui s'imposaient au corps, qui s'imposaient à l'être humain. Enfin bon, là où ça s'exprime le mieux, c'est dans l'art contemporain. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'art, l'art avait plein de portes à détruire, de murs à renverser, de fenêtres à faire exploser. Mais là, il n'y a pratiquement plus de portes et de fenêtres, ce qui fait que l'art contemporain, c'est très, très difficile à savoir si on est dans l'art ou si on est dans la folle provocation. En tout cas, il y a une espèce de... Bon. Et bien, c'est pareil. Lorsqu'on se sent comme ça, on sent la présence relationnelle, on sent l'irruption de la diversité, on voit les réactions... Le repli, c'est-à-dire on a envie de fermer les fenêtres, on a envie de fermer les frontières. On trouve normal que les gens meurent en Méditerranée parce qu'on peut pas, c'est pas possible d'accueillir ces gens, ils ne peuvent pas rentrer. Donc cette crainte, paradoxalement, la montée des intégrismes et des replis sur soi, c'est le signe que la relation progresse. L'autre élément, c'est que dans les cultures humaines, les sociétés humaines se déployaient sur une sorte d'arche de valeurs, de principes. Il y avait l'honneur, il y avait la solidarité, il y avait le courage, il y avait la beauté. Enfin bon, disons qu'il y avait des valeurs multiples. Aujourd'hui, nous vivons sous une arche absolument triste et pauvre, l'arche du capitalisme. Et dans l'arche du capitalisme, les seules valeurs, c'est... l'argent,
je me définis, ma réussite, c'est mon pouvoir d'achat, la compétition, l'économie. Tous les problèmes humains sont devenus des problèmes économiques. Et tout ce qui était traité du point de vue symbolique et spirituel par les sociétés anciennes, aujourd'hui, par le système capitaliste, le dispositif matériel, l'acquisition matérielle, la consommation, etc., tend à être la solution aux demandes spirituelles et symboliques. C'est-à-dire que le capitalisme veut nous faire croire que son abondance matérielle apparente peut régler nos questions spirituelles, nos questions symboliques. Ce qui nous plonge dans un obscurantisme total. Et je pense que la montée des aberrations comme Trump, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, tous ces massacres, ça a toujours existé dans l'histoire humaine, mais c'était sur des bases différentes. Là, c'est véritablement un obscurantisme profond qui fait que nous sommes en train de régresser. Et aujourd'hui, des millions d'Américains, de tout niveau, pas seulement les petits blancs pauvres, des femmes, des noirs, tout le monde va voter Trump. On se dit, mais il y a quelque chose qui, pour moi, c'est de l'obscurantisme. Et c'est lié directement au fait que le capitalisme a desséché notre esprit, desséché notre imaginaire, remplacé nos aspirations spirituelles et symboliques par des considérations purement consuméristes et matérielles. Et ça, c'est un obscurantisme. Et l'obscurantisme est tellement profond qu'aux Antilles, même pour des descendants d'esclaves, des Noirs qui ont connu le racisme, etc., vous verrez dans vos élections européennes, nous risquons de voter pour l'extrême droite. Et ça va aller de pire en pire. Tellement l'obscurantisme est profond. Et l'obscurantisme, ce n'est pas simplement une ignorance, parce qu'on a l'obscurantisme, vous avez des gens hyper diplômés, ou des universitaires, des gens capables de penser, des artistes. Mais l'obscurantisme, c'est une espèce de simplification, je dirais, de contraction de la réalité, du réel, dans des choses complètement je dirais, délirantes, quoi. En tout cas, qui ne sont pas de l'ordre du bon sens, de la raison, de la décence et de la dignité. Non, on me fait signe qu'il y a... C'est fini. Peut-être une... Bon. Merci Patrick Chamoiseau, merci beaucoup.